Et si, pour saisir les inquiétantes transformations politiques auxquelles nous assistons, et dont la démocratie et l'état de droit font les frais, ici et là, il ne s'agissait pas tant de faire l'exégèse de la très caricaturale et sommaire pensée réactionnaire de quelques influenceurs de la Silicon Valley, qui aiment à se draper de l'étiquette un peu ridicule et très Marvel de Dark Enlightenment, lumière sombre en français dans le texte, mais s'il s'agissait bien plutôt de tenter de comprendre les logiques sociales, économiques et politiques du capitalisme autoritaire, ce nouveau régime politique, un régime politique de la seconde finance qui vient depuis quelques années concurrencer le néolibéralisme. Et c'est précisément l'objet de l'importante enquête menée par la sociologue Marlène Banquet et qui paraît dans quelques jours aux éditions La Découverte. Elle est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. C'est toujours de capitalisme et de ses évolutions permanentes dont il sera question dans la deuxième partie de l'émission à propos d'un tout autre objet, l'extension du trafic, dira-t-on, et à propos du roman tout nouveau qui vient de paraître en cette rentrée de janvier de Fanny Taillandier qui nous rejoindra, Sicario Bébé. Bonjour Marlène Banquet. Bonjour Sylvain. Vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS, ou directrice de recherche au CNRS, pardon. Directrice. Voilà, vous êtes directrice adjointe aussi de laboratoire dans lequel vous travaillez, à Dauphine, l'IRISO. Et vous allez publier dans quelques jours, à La Découverte, comme je le disais, La finance aux extrêmes, enquête sur le capitalisme autoritaire en France. Alors comme on essaye d'avoir un peu de suite dans les idées dans cette émission, je voudrais faire le lien avec une précédente à propos d'un livre dont vous étiez venu parler avec votre co-auteur Théo Bourgeron. Un livre qui m'avait fasciné parce qu'il nous avait permis de comprendre une chose qu'on ignorait complètement en France, à savoir qu'à la faveur du référendum organisé autour de l'idée de Brexit au Royaume-Uni, la place financière de Londres, ce qu'on appelle la Cité, s'était trouvée profondément divisée. On aurait pu spontanément penser que la City était pour le Remain, le fait de rester dans l'Europe, parce que tout ça servait les intérêts du néolibéralisme. Et dans cette enquête, vous aviez montré qu'en fait, elle était partagée en deux, et pas n'importe comment. Pas parce qu'il y avait des raisons, au fond, idéologiques de l'être, mais plutôt parce qu'il y avait différents types de finances. Et on découvrait, à la faveur de la lecture de ce livre, qu'il y avait en particulier une seconde finance qui n'avait pas les mêmes intérêts que la finance classique, celle qu'on connaît. Alors j'aimerais vous demander, pour commencer, de définir ce que vous appelez cette seconde finance et de nous expliquer en quoi elle est différente de celle qu'on connaît, c'est-à-dire celle qui va chercher des capitaux sur les marchés de façon à procéder à des investissements qui permettent aux entreprises, en particulier, de se développer. Marlène Banquet. Un petit mot juste sur ce que vous venez de dire. Effectivement, quand on a écrit ce livre sur le Brexit il y a quelques années, on avait fait le choix en quelque sorte d'entrer par l'événement politique, c'est-à-dire de chercher derrière l'événement politique ce qu'il en était des logiques économiques, mais le point d'entrée, c'était ma surprise, notre surprise face au fait qu'effectivement le secteur financier ne s'était pas comme un seul homme positionné en faveur du Remain. La logique de ce livre, qui est une enquête qui avait démarré avant en fait le livre qu'on a coécrit avec Théo Bourgeron sur le Brexit, c'est d'entrer non pas par l'événement politique, mais par les recompositions économiques comme vous le soulignez, et de suivre en ça d'ailleurs une forme de tournant matérialiste qui existe en ce moment dans les sciences humaines et sociales, et notamment dans une partie de la littérature anglo-saxonne autour de travaux de gens comme Queen Slobodian ou de Melinda Cooper, qui essayent de réfléchir à la manière dont l'évolution des régimes politiques, et notamment la remise en cause du néolibéralisme dans un certain nombre de pays du Nord, ne peut pas s'expliquer indépendamment d'un travail sur les nouvelles manières dont on accumule et dont le capitalisme se réorganise. Alors, ça, c'est important ce que vous dites parce que ça permet de saisir aussi l'idée qu'il n'y a pas une bonne manière d'entrer, soit par l'économie, soit par le politique, et qu'au fond, ce qui compte, ce qui vous intéresse, c'est la manière dont les deux s'articulent, en fait. Pour le comprendre, peut-être vous pouvez nous dire un mot de cette seconde finance, à quoi elle ressemble, comment elle naît. On va revenir sur l'enquête que vous avez menée, parce que c'est vraiment une enquête, c'est un long travail d'une dizaine d'années, qui, j'imagine, a un coût extraordinairement important parce que c'est une matière très technique et quand on n'y connaît rien, ça doit être difficile de se pencher sur ce vocabulaire, sur tous ces acteurs sociaux. Mais c'est d'autant plus précieux le travail que vous faites parce que ça permet à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'y comprendre un petit peu quelque chose, Marlène Banquet. Alors la seconde finance, en fait, elle se comprend
en lien évidemment avec la première finance, ou en fait plus exactement avec avec ce qu'on a couramment appelé la financiarisation, comme s'il n'y avait eu qu'une financiarisation. Ce qu'on a appelé la financiarisation, de manière un peu rapide et synthétique, c'est dans les années 70 le fait que les collecteurs d'épargne, c'est-à-dire les banques, les assurances et les fonds de pension dans les pays où ils existent, c'est-à-dire les acteurs financiers qui collectent l'épargne des ménages, la vôtre, la mienne et celle de tous les gens qui nous écoutent, ont été privatisés, sont entrés sur les marchés financiers, et sur les marchés financiers se sont mis à investir dans des entreprises qui elles-mêmes, de l'autre côté, étaient en train d'être privatisées. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la financiarisation, c'est-à-dire des acteurs financiers, collecteurs d'épargne devenus privés, qui pouvaient, sur les marchés, c'est vraiment le marché la référence centrale de cette première financiarisation, investir dans des entreprises qui étaient elles-mêmes cotées. Ce qui s'est passé depuis les années 90 et... Peut-être avant qu'on en vienne à cette deuxième étape. En France, on a mis du temps à comprendre cette financiarisation liée à ce qui se passe à partir du début, du milieu des années 70. En fait, il nous a fallu presque 20 ans, 25 ans pour disposer des premiers travaux, d'une prise de conscience dans l'espace public que ça s'était produit, en fait, et après coup, grâce à des livres, à des travaux, à du travail de vulgarisation aussi. Mais peut-être dans d'autres pays, notamment ceux dans lesquels les retraites des gens étaient organisées différemment du système français, cette notion de financiarisation a été saisie plus rapidement qu'en France. Mais dans notre pays, on a des formes de protection, de mutualisation qui ont fait on a mis plus de temps à mettre le doigt dessus, en quelque sorte. Et absolument. Alors, en fait, un des grands collecteurs d'épargne qui n'existe que extrêmement marginalement en France, et ce qui est d'ailleurs une des revendications de la seconde finance, c'est précisément que ce collecteur d'épargne se développe, ce sont les fonds de pension. Donc effectivement, en France, nous n'avons pas de manière, en tout cas systématique et généralisée, de fonds de pension, ce qui rend peut-être moins tangible pour les citoyens la financiarisation, ce qu'est la financiarisation, puisqu'ils ne sont pas... euh, on ne sent pas tout de suite ou pas directement les conséquences, notamment d'un effondrement financier dans nos retraites, puisqu'il y a encore une fois, un système de retraite par répartition. Et puis, effectivement, comme souvent, on comprend ce qui se passe dans l'économie et dans le monde social, toujours avec un petit décalage, si bien que c'est d'ailleurs au moment de la crise financière de Voilà, c'est ça. 2007-2008 qu'on a commencé à parler et à comprendre la première financiarisation, alors même que la seconde était déjà en route depuis une dizaine C'est d'années. ça, en 2008, en fait, la deuxième s'était mise en route. Alors aujourd'hui, elle n'est pas nécessairement dominante, elle n'est pas plus importante que la première finance, mais elle la concurrence de manière de plus en plus nette, en fait. Absolument. En fait, cette seconde financiarisation, c'est le développement d'acteurs financiers qui ne sont pas des collecteurs d'épargne, qui n'ont pas un accès direct à votre épargne ou à la mienne, mais qui gèrent l'épargne qui est placée en gestion en leur sein par les collecteurs et qui donc choisissent des endroits où ils investissent cette épargne. En fait, les chaînes de la finance se sont réorganisées. Avant, les acteurs financiers qui collectaient étaient aussi les acteurs financiers qui investissaient. Aujourd'hui, les acteurs financiers qui collectent, donc les banques, les assurances et les fonds de pension quand ils existent, ne sont plus nécessairement les acteurs qui investissent, et ce sont ces intermédiaires financiers qui peuvent être des fonds d'investissement, des hedge funds, des fonds immobiliers, des fonds à impact. Ce sont donc tous ces fonds qui en fait ne collectent pas directement l'épargne des ménages et qui par contre, font des choix d'investissement. Ça leur donne un pouvoir colossal, puisqu'effectivement, évidemment, le pouvoir d'investir, c'est aussi le pouvoir de décider quelles sont les activités sociales et les activités économiques qui vont avoir le droit d'être financées et donc qui vont avoir le droit de croître. Donc c'est un pouvoir économique, mais c'est aussi un pouvoir social qui façonne nos sociétés et qui façonne aussi partiellement notre avenir, puisqu'effectivement, des secteurs dans lesquels on investit dépend bien évidemment la configuration du monde social dans les années qui suivent. Alors c'est ce qui est absolument passionnant dans votre enquête, c'est que de façon très concrète et parfois à l'échelle micro, vous multipliez les focales dans l'enquête, mais à l'échelle micro, vous avez recours à ce que vous appelez l'ethnocomptabilité, ce qui vous permet de regarder très directement la manière dont des acteurs économiques vont se coordonner et décider ensemble de ce qui vaut le coup ou pas, de combien ça vaut. D'habitude, dans la finance classique, ces opérations sont médiées par une institution qui s'appelle le marché. Alors ça marche plus ou moins bien, mais enfin,
c'est un mode de coordination qui a fait ses preuves au cours de l'histoire. Là, on se passe des marchés, ça ne se passe pas sur le marché. C'est dans le gré à gré, comme on dit, que se produit la valeur. Et de ce point de vue-là, les relations sociales qui fondent la nature économique de l'échange sont radicalement différentes de celles de la finance classique. Absolument. En fait, cette seconde finance, elle a comme caractéristique de ne plus avoir comme référence centrale le marché et de s'être développée à l'extérieur du marché, aux marges du marché ou à l'extérieur complètement du marché, comme vous le disiez, dans des opérations de gré à gré, ce qui permet deux choses. D'abord, ce qui permet d'être moins régulé, d'échapper un peu davantage à la régulation, qu'elle soit nationale, régionale ou internationale. Et puis aussi, elle permet d'investir dans des actifs qui ne sont pas cotés. Et ça a permis à cette seconde finance de financiariser, c'est-à-dire de transformer en actifs des biens qui jusqu'ici n'en étaient pas, comme par exemple l'immobilier, les petites et moyennes entreprises, les fonds à impact, les infrastructures, des produits financiers dérivés, des actifs naturels aussi, et d'autres biens de ce type. Je fais une incise, puisque vous parlez de l'immobilier, pour faire un lien avec une émission qu'on a fait il y a peu de temps avec Marine Duros, qui a écrit un très beau livre qui nous a permis de comprendre en quoi, Une thèse magnifique, oui, c'est une thèse formidable, c'est très qui intéressant est son devenu un travail. livre aux éditions Raison d'agir, pardon, et qui nous a permis de comprendre au fond la dissociation entre la valeur d'usage, par exemple de l'immobilier de bureau, et puis sa valeur financière, dès lors que l'immobilier, et l'immobilier de bureau en particulier, est devenu un terrain de jeu de cette seconde finance, Marlène Banquet. Pour répondre sur ce que vous me disiez sur l'ethnocomptabilité, effectivement, alors peut-être du coup je vous dis un mot de l'enquête qui a présidé à ce livre. En fait, bon, c'est une enquête très longue qui a duré une dizaine d'années. J'ai fait une soixantaine d'entretiens avec des acteurs financiers qui d'ailleurs ont été plus accessibles que prévu et avec qui les liens ont été plus aisés et qui ont été plus intéressés que ce à quoi je m'attendais par mon travail et nos travaux, puisqu'il y a une part de ce travail qui a été réalisé dans le cadre d'un projet qui était dirigé à l'époque par Valérie Boussard. Donc, une partie d'entretien, et là, du coup, c'est une méthodologie en sociologie assez classique, une partie d'archives, puisque du coup, les associations, l'association principale du secteur a accepté d'ouvrir à moi et à un certain nombre de collègues leur fonds d'archives qui n'avaient jamais été exploités jusqu'ici, dans lequel plus de 2600 documents croupissaient, si je peux me permettre, dans des caves du 8e arrondissement, pardon. Et donc, nous les avons classés, archivés. C'était un travail fort long, mais qui nous a donné à voir du coup une dizaine d'années de relations de cette association professionnelle et du coup en fait des acteurs centraux de la seconde finance avec l'État, et de regarder notamment comment au fur et à mesure des années et puis même de 2 décennies, ils avaient coproduit un certain nombre de régulations financières avec l'État. Ils avaient commencé par essayer d'être assis à la table de négociation, puis pour finalement coproduire totalement la loi. Et pour en venir à la question de l'ethnocomptabilité, une autre part de l'enquête a consisté à observer ces acteurs financiers en train de travailler et à les observer notamment en train de compter, en train de décider où est-ce qu'ils vont investir de l'argent, combien est-ce qu'ils peuvent espérer gagner, comment ils vont se répartir entre eux cette somme, les sommes qui sont générées du coup par ces investissements. Et j'ai été et je suis toujours extrêmement inspirée par le travail. Donc, je ne sais même pas si on peut parler d'un courant en sociologie, par l'ethnocomptabilité, qui a été développé beaucoup en France par Alain Cotreau, dans un séminaire qui existe maintenant depuis 15 ans, qui a existé pendant 15 ans pardon, à l'UHESS, ce qui est une notion qui a aussi d'ailleurs beaucoup inspiré Céline Bessière dans Le genre du capital. Oui, pour l'économie domestique aussi, c'est très Absolument. important. Où en fait l'enjeu c'est de considérer que beaucoup de choses dans nos vies, là je pense aussi au travail de Céline Bessière, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la vie des acteurs financiers, une grande part de notre activité, une grande part dans le capitalisme des activités consiste à compter, à anticiper des profits. Et en fait on ne peut pas toujours se reposer sur la comptabilité officielle et sur la manière dont la comptabilité est réglementée. Et il faut en fait regarder pour comprendre comment les acteurs sociaux perçoivent le monde, se projettent dans l'avenir, il faut regarder comment ils comptent. Et c'est exactement le projet de l'ethnocomptabilité, c'est-à-dire de reconstituer des comptes et de compter comme les gens comptent et d'essayer de produire une comptabilité qui soit une comptabilité indigène. Et pour faire un lien avec d'autres travaux, je pense là aussi soudainement aux travaux de Geneviève Pruvot, qui a, elle, sur un terrain encore complètement différent, sur des terrains donc de familles qui vivent plus ou moins qui tentent de vivre en autosuffisance alimentaire, qui a, elle aussi, utilisé l'ethnocomptabilité pour essayer de comprendre comment comptent ces acteurs. Donc que ce soit tout en bas du monde social ou tout en haut du monde social, on accède en fait à plein de choses, et notamment aux conceptions du monde des acteurs en regardant comment ils comptent.
Geneviève Prévost, qui elle aussi était venue parler de cette recherche ici. On mettra les liens vers ces deux émissions avec Marine Duros et Geneviève Prévost, parce que c'est vrai que ça dessine quelque chose qui se passe dans les sciences sociales, qui est très important, parce que ça nous permet de comprendre des transformations des relations sociales, indépendamment des discours idéologiques. Et ça passe beaucoup par l'observation, l'ethnographie, ça passe par l'analyse de bases de données, enfin toutes les dimensions de l'enquête que vous avez reprises. Alors cette seconde finance, évidemment, elle a trouvé à se développer beaucoup dans l'univers des startups, dans la mutation numérique, dans les progrès scientifiques faits du côté de la biotechnologie aussi, mais pas seulement. Là, on comprend bien pourquoi. C'est-à-dire qu'au fond, c'est très compliqué de valoriser une idée, de valoriser quelque chose dont on ne sait pas très bien ce que ça va devenir, en fait, bon, et qui ne peut pas avoir un accès évident au marché. Mais il y a des choses dont on pourrait s'attendre qu'elles échappent à cette seconde finance et qui pourtant, vous parliez de l'immobilier, on peut parler de l'éducation, on peut parler de ce qui relève habituellement des services publics. Et là aussi, cette seconde finance s'y intéresse et tente d'obtenir, non pas comme autrefois le néolibéralisme ou encore le néolibéralisme, des formes de privatisation, mais des formes d'accaparement, au fond, d'activités économiques et donc sociales, Marlène Broquet. Absolument. En fait, dans une logique néolibérale ou dans une logique dans une logique telle qu'elle existait dans les années 80-90, ce qui était recherché par les collecteurs d'épargne, c'était encore une fois la privatisation d'un certain nombre de services publics qui serait ensuite du coup mis en marché la plupart du temps et puis qui permettrait d'être mis en concurrence avec d'autres acteurs qui feraient la même chose. Et donc les collecteurs d'épargne investissaient dans ces services publics privatisés mis en concurrence avec d'autres. Les deux maîtres mots vraiment du On connaît l'énergie, enfin Absolument. la téléphonie, les transports, les trains, enfin Ça a voilà, été le dans cas, par plein de exemple. pays d'Europe, on a Tout vu à ça. fait. Les exemples canoniques, par exemple, France Télécom devenu Orange, introduit en bourse en 97, puis qui se retrouve ensuite en concurrence avec SFR, Bouygues, Free, GDF Suez, pareil, privatisé, coté, et puis transformé en Engie, et puis qui là aussi entre en concurrence avec d'autres acteurs. Tout Donc ça, ça, c'est la vieille financiarisation, enfin la vieille, elle est encore en cours et encore très forte, il ne faut pas se tromper. oui. Mais c'est associé au néolibéralisme. Mais ce n'est pas la seconde finance. Non, c'est pas exactement la seconde finance, puisque la seconde finance, encore une fois, elle se développe en dehors, enfin partiellement aussi en dehors des marchés, et puis surtout, elle se développe non pas en cherchant à privatiser pour favoriser la concurrence, mais comme vous le soulignez, à privatiser pour euh, s'accaparer, enfin en tout cas pour se mettre en gestion de secteurs qui jusqu'ici n'étaient pas gérés par eux. Un bon exemple, par exemple en France, c'est le secteur de la santé qui s'est développé à partir des années 2000, où on a observé un mouvement de concentration des cliniques et de création en quelque sorte d'oligopoles qui se sont partagés le territoire. Donc ça a été par exemple le fonds Blackstone qui a racheté Vitalia, LBO France qui a racheté Medipartenaire, qui a connu 5 LBO par ailleurs depuis 97. Donc Apax Partners qui a racheté Capio, Bridgepoint qui a racheté Medipol Sud Santé. Il y a plein d'exemples et qui en fait ont profité d'un climat favorable, d'un climat politique favorable, puisqu'à ce moment-là, il y a eu la Commission pour la libération de la croissance qui était présidée par Attali en 2008, qui encourageait justement l'entrée d'investisseurs tiers dans le capital des officines. Une directive Santé Europe au même moment poussée par l'Union européenne qui là aussi encourageait l'entrée de tiers et donc notamment d'acteurs financiers dans le capital des officines et qui a permis du coup de créer dans le secteur de la santé des actifs qui jusqu'ici échappaient à la financiarisation, qui sont devenus des actifs très rentables et qui sont garantis par l'État, puisqu'évidemment le paiement, le tarif, les usages, les profits, pardon, sont garantis par l'assurance maladie. Donc on est exactement dans une situation où en fait ce qui est recherché, c'est non pas la concurrence, puisque ces cliniques préexistent sur le territoire, elles ne sont pas en concurrence avec d'autres. Donc on échappe à la concurrence, on échappe au marché, puisque tout ça n'est pas coté. Et par ailleurs, plus qu'un profit, c'est presque une rente ce que l'on a, puisque le bassin de malades ne risque pas de diminuer et que les prix et le paiement sont garantis en dernière instance par l'État. Donc on voit bien que là, on n'est pas dans une logique néolibérale, mais bien dans cette logique de la seconde finance qui diffère. On ne saurait trouver meilleur exemple de rente de situation au regard de la pyramide des âges, bien évidemment. Absolument. Oligopole, c'est le mot important que vous venez de prononcer, parce que son contraire, c'est la concurrence. Or, le néolibéralisme encourageait ces formes de concurrence, la régulait, plutôt d'ailleurs à
l'échelle de l'Union européenne ces derniers temps. C'était à l'Union européenne de mettre en place des règles de la concurrence. Tout ça continue de produire ses effets. C'est-à-dire que là, on voit par exemple la libéralisation du marché du transport ferroviaire arriver en France suite à des décisions au niveau de l'UE. Donc ça continue de produire ses effets. Mais dans le même temps, en fait, des logiques qui sont relativement antagonistes se mettent en place et correspondent à cette seconde finance et autorise la création garantie par l'État, en quelque sorte, de ces oligopoles qui fournissent ces rentes de situation à ces acteurs économiques. Du coup, ces acteurs économiques que vous avez regardés de près, que vous avez regardé travailler pour certains d'entre eux, dont vous avez analysé les prises de position publiques, euh, à quoi ressemblent-ils? Quel agenda politique ils ont? Parce que vous venez, dans votre livre, à parler de capitalisme autoritaire. En quoi sont-ils autoritaires? Alors en fait, ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a eu une rupture entre une partie de ces acteurs de la seconde finance, et pas seulement de la seconde finance. D'ailleurs, en fait, il y a une fracture qui divise le monde des affaires, dans lequel la seconde finance est un pan avancé, mais qui excède encore une fois le monde de la seconde finance, et qui s'est en quelque sorte placé en situation de rupture avec le néolibéralisme. Et aussi d'ailleurs avec les organisations régionales et internationales. L'État néolibéral, qui pourtant avait été très favorable au développement de la financiarisation, a été considéré, notamment à partir de la crise financière de 2007-2008 et encore plus au moment de la crise Covid, comme ayant connu un dévoiement étatiste et interventionniste. Un certain nombre de personnalités du monde des affaires et de la seconde finance notamment ont considéré que l'État était maintenant trop, trop interventionniste, trop régulationniste, et que par ailleurs l'Union européenne elle-même s'était mis en tête des velléités de régulation qui contrevenaient à leurs intérêts financiers. Ça a été le cas notamment après la crise financière de 2007-2008, on s'en souvient plus, mais de la directive AIFM qui a été assez mal reçue par ces milieux-là, considérant que leur marge de manœuvre était réduite. Et donc ces acteurs financiers qui jusqu'ici marchaient main dans la main avec des partis dits de gouvernement qui leur avaient permis de se développer, se sont mis en opposition et se sont mis à défendre des orientations politiques de rupture et plus proches de ce que je qualifie effectivement d'un capitalisme autoritaire. Mais alors, justement, on revient sur ce mot autoritaire, parce que, au fond, le lien entre les logiques économiques nouvelles, sociales, politiques, mises en œuvre par le néolibéralisme, on voit bien à quel type de discours politique elles ont pu correspondre, comment elles ont pu être portées par un certain type de personnel politique, traduit dans des programmes politiques pour les élections. Euh, pour ce qui est de la seconde finance, ce sont des discours que, en France, jusqu'à présent, on entend moins, même si on les entend de plus en plus. Sans doute, de l'autre côté de l'océan Atlantique, on les entend davantage et la présidence Trump est peut-être l'occasion d'en prendre toute la mesure, en fait, Marlène Banquet. Absolument. En fait, c'est toujours pareil. Il ne faut pas avoir une vision. La seconde finance, c'est pas un groupe qui se concerte pour mettre au gouvernement un parti de Avec un rupture. programme, une idéologie, etc., Exactement. ça marche pas comme ça, en Non, fait. pas du tout. Les gens ne se retrouvent pas dans des greniers ou dans des caves pour mettre au point des perspectives d'avenir extrêmement coordonnées pour le monde de demain. C'est pas comme ça que les choses se passent. En revanche, il y a cette rupture avec le néolibéralisme et il y a des revendications sectorielles qui émanent de ce secteur. Moins de contraintes des organisations régionales et internationales, moins de régulation sur les actifs naturels, notamment dans le cadre du changement climatique et du fait qu'il y a des anticipations de plus-value possibles sur les actifs naturels qui sont importantes. Une demande plus grande d'un État qui se dessaisisse d'une part de ses missions au service de la seconde finance. Le souhait aussi, on n'en a pas parlé, mais d'un État qui soit dérisqueur, pour reprendre une formule de l'économiste Daniela Gabor, c'est-à-dire qui soutienne, qui assume une part des risques pris par la finance privée, et puis qui délègue à la finance privée une part de sa politique en fait publique. Donc apparaissent ces revendications de la seconde finance dans un contexte, comme vous le soulignez, dans un contexte international où se développe une idéologie libertarienne autoritaire qui prend le pouvoir dans un certain nombre de pays et qui, donc évidemment en Argentine avec Javier Milei, aux États-Unis en 2016, puis une seconde fois en 2024, au Brésil avec Bolsonaro, de manière moins nette mais existante en Italie aussi avec Giorgia Meloni, donc apparaît
cette idéologie, ce que je pense on peut appeler libertarianisme autoritaire, qui renouvelle la pensée conservatrice, qui renouvelle la pensée de droite extrême, peut-être pour le dire encore autrement, et qui ouvre une possibilité de jonction entre une alternative politique qui devient de plus en plus crédible et des revendications sectorielles et économiques qui ne trouvaient pas de traduction politique dans le monde néolibéral tel qu'il existait jusqu'à il y a encore une dizaine d'années. Une autre manière d'articuler la dimension politique et la dimension économique ou financière, c'est de regarder, au fond, non pas seulement des responsables politiques qui plaideraient pour le développement de cette seconde finance, mais des responsables politiques qui en viennent ou y vont. C'est-à-dire que vous pointez dans votre livre ces business politicians, vous citiez le cas de l'Argentine, mais celui du Brésil aussi, le ministre des Finances brésilien, un personnage comme Mitt Romney aux États-Unis, mais en France aussi, une ancienne ministre de la Culture comme Fleur Pellerin ou un ancien Premier ministre comme François Fillon sont aujourd'hui à la tête, ou en tous les cas dans les équipes dirigeantes, de fonds qui appartiennent à ce monde de la seconde finance, Marlène Banquet. Absolument. Alors nous, en France, on n'a pas encore complètement de business politician, c'est-à-dire alors évidemment, l'exception étant notre président, mais qui ne vient pas complètement du monde de la seconde finance, mais plutôt de la première. Donc, ce qui est quand même une exception évidemment notable. Mais on n'a pas complètement cette culture de personnel politique directement issu du monde de la seconde finance. Ça n'existe Mais le pas jour où encore Charles complètement. Becbédé sera ministre, par exemple, on en aura un, Alors, quoi. le jour où Charles Becbédé sera ministre, on y sera, indéniablement, on y sera. La seconde finance sera tout à fait au pouvoir. Mais en revanche, dans l'autre sens, effectivement, pour montrer d'ailleurs que ce secteur est devenu, vous le disiez, c'est pas le secteur c'est pas le secteur dominant du capitalisme français, mais c'est un secteur de plus en plus important. Et par exemple, en 2000, les 10 plus grandes fortunes françaises, aucun n'avait un lien avec la seconde finance ou aucun n'était de près ou de loin investi dans un fonds. En 2020, les 10 premières fortunes de France sont toutes soit à la tête d'un fonds, donc soit ont directement fait fortune dans la seconde finance, soit n'ont pas fait fortune dans la seconde finance, mais ont un fonds par ailleurs. Donc, Mais ça, c'est important parce que ça permet de comprendre qu'on peut on peut avoir un pied dans l'ancienne finance et un pied dans la nouvelle, en fait, parce que un certain nombre de ces gens, vous citiez, je sais pas, Bernard Arnault, Xavier Niel, ont pris position dans cette seconde finance tout en gardant des activités plus traditionnelles. tout à fait. En fait, il y a des personnalités aujourd'hui issues de la seconde finance qui prennent des positions politiques très fortes. Bon, le plus connu d'entre eux, c'est Pierre-Édouard Stérin, mais il y a aussi des gens comme pardon, Charles Gave, excusez-moi, Charles Becbédé, Alexis Rostand, Ruffat, enfin plein de... Voilà, ça, ce sont vraiment des figures issues de la seconde finance et qui prennent des positions politiques, mais on a aussi des gens qui ne sont pas issus de la seconde finance, mais qui prennent des positions politiques, comme Vincent Bolloré, dont la source de la fortune n'est pas la seconde finance, mais qui par ailleurs, ou comme Bernard Arnault, mais qui par ailleurs gèrent des fonds d'investissement et ont des activités qui sont liées à cette seconde finance. Donc cette seconde finance, en fait, son pouvoir est plus grand que ce qu'il n'est quand on regarde uniquement les 4 000 milliards d'euros sous actifs qui sont gérés par la seconde finance. Son pouvoir est plus grand parce qu'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas centralement dans ce secteur-là y ont tout de même, effectivement, comme vous le dites, un pied. Et pour finir, juste sur ce que vous me disiez sur le personnel politique, on n'a pas encore pour l'instant, Charles Becbédé n'est pas ministre et on n'a pas d'acteur de la seconde finance qui ait des positions de pouvoir majeures. Mais en revanche, comme vous le soulignez, un certain nombre de politiciens de premier plan ont une seconde carrière, effectivement, dans la seconde finance. C'est le cas aussi de David Cameron. Absolument, c'est le cas de David Cameron au Royaume-Uni aussi. Au Royaume-Uni. Mais si on veut prendre un cas idéal type, en quelque sorte, qui pèse ce qu'il pèse, mais on en parle beaucoup, et c'est quelqu'un qui a un programme politique très mis en avant, c'est Stérin. Stérin a un fonds qui est vraiment un fonds de seconde finance. Et par ailleurs, ce programme Périclès, qui a été mis à jour par un journaliste de l'Humanité dans un travail d'enquête très important, ça permet vraiment de façon un peu caricaturale, au fond, de comprendre un certain nombre de choses que vous décrivez dans votre livre et qui sont parfois plus subtiles, plus nuancées que ce cas de figure-là. Bien sûr. Alors Pierre-Édouard Stérin, c'est vraiment effectivement l'exemple un peu
archétypal de ce que peut être... c'est un exemple archétypal de ce que peut être la mobilisation politique d'un secteur financier, mais c'est aussi une forme de division interne, de division du travail interne au secteur financier. Tous les acteurs financiers ne vont pas devenir des acteurs publics de premier plan, mais effectivement, Pierre-Édouard Stérin, il a fait fortune dans le secteur de la seconde finance, avec son fonds Otium Capital qui gère 1,2 milliard d'euros, je crois, qui est donc un gros fonds. Il investit beaucoup dans beaucoup de secteurs, mais notamment dans les biotechnologies. Et puis par ailleurs, il a monté le projet Périclès, 150 millions d'euros pour faire gagner l'extrême droite, mais aussi un instrument, un instrument philanthropique, les Nuits du bien commun, et aussi un institut Politicae pour peser dans les prochaines municipales. Donc tout un arsenal. Il a aussi une chaire à HEC. Enfin, il participe à une chaire qui lui permet de peser aussi dans la question des formations. Donc tout un arsenal politique qui vise effectivement à proposer des cadrages du débat public, qui soient des cadrages du débat public adéquats, enfin qui fonctionnent, qui défendent l'idée du libertarianisme autoritaire et qui visent effectivement, en France en tout cas, pour Pierre-Édouard Stérin, à faire gagner l'extrême droite. Un dernier point, peut-être Marlène Banquet, à propos de cette enquête, La finance aux extrêmes, qui est un livre vraiment que je considère très très important pour nous faire toucher du doigt ces transformations, jusque-là encore très largement invisibles, mais extraordinairement importantes pour la configuration sociopolitique dans laquelle nous nous trouvons, pas seulement en France, mais à l'échelle de la planète entière en fait. Une chose importante à comprendre, et vous terminez votre livre sur cette dimension-là, c'est évidemment la situation climatique dans laquelle nous nous trouvons et qui qui joue un rôle très important au fond aussi dans l'émergence de ce type de capitalisme. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de la finitude, comme dit l'historien Arnaud Aurin, qui pousse vers ce capitalisme d'empire. C'est l'expression que vous utilisez. Oui, tout à fait. En fait, je pense vraiment que les manières dont on accumule, le niveau économique du capitalisme est indissociable de son niveau politique, qui est lui-même indissociable de ce que Bruno Latour appelait le régime climatique, c'est-à-dire du moment où on en est du monde climatique. De l'Anthropocène. Absolument, de l'Anthropocène, tout à fait. Donc effectivement, ce libertarianisme autoritaire qui est en cours de développement dans le monde, qui n'est pas dominant en France, mais qui se développe en France, il est tout à fait adéquat et consubstantiel d'un moment où on en est, d'un régime climatique dans lequel on est, dans lequel les ressources naturelles se raréfient, et où du coup, il devient de plus en plus compliqué d'imaginer que les échanges économiques puissent ne pas être des jeux à somme nulle et que les échanges puissent enrichir aussi bien les citoyens que les entreprises que les États. Et dans ce monde, pour reprendre effectivement la formule d'Arnaud Aurin, dans ce capitalisme de la finitude, dans ce monde confisqué où les ressources sont raréfiées, eh bien, de plus en plus, on ne peut plus imaginer des sociétés qui soient ouvertes, des régimes politiques qui soient ouverts. Et le monde des affaires, en tout cas pour le secteur de la seconde finance, tend à pousser vers des États forts, capables de défendre des intérêts nationaux sur un territoire qui soit clairement circonscrit et qui soit du coup capable de construire ce qui se rapproche davantage d'un empire que d'un État-nation tel qu'on les a érigés en modèle durant la période néolibérale. Vous disiez pour commencer cette émission, Marlène Banquet, que vous étiez parti pour le livre précédent d'une actualité qui était celle du Brexit. Ce livre-là, qui est une enquête menée sur 10 ans, indépendamment des aléas de l'actualité, nous permet par exemple de comprendre une actualité plus récente. L'opération américaine au Venezuela se trouve éclairée par tout ce qu'on peut lire dans votre livre. Mais ce sont beaucoup de faits politiques et économiques et sociaux qui se trouvent éclairés par cette finance aux extrêmes. On continue à parler de capitalisme et de ses transformations, de cette incroyable capacité qu'a ce système capitaliste à évoluer dans un autre univers littéraire, celui de Fanny Taillandier à propos de son dernier roman, Sicario bébé, qui vient de paraître. Mais c'est après un extrait du nouvel album du groupe londonien Dry Cleaning, Cruise Ship Designer. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. I'm a cruise ship designer. I'm striking while the iron is hot. I'm making the most of a bad situation. Cruises are big business. I don't personally like them, but I need to serve a useful purpose.
desire very much a place in society. So designing cruise ships is my pastime and my living and my challenge. Designing cruises is for me a privilege and a lesson. Need to do it all the time. Need to do it all of the time. Cruise ship designer, striking while the iron is hot. Making the most of a bad situation. It's a powerful boat for a powerful mind. And I design hotels that cause controversy. But I'm semi-anonymous, climbing ladders. I'm not an ambitious man, I believe in design. I am not an ambitious man. Low frequency, fine dining, cruise ship designer, striking while the iron is hot, making the most. Striking while the iron is hot. Of a bad situation, it's a powerful boat for a powerful mind. I make sure there are hidden messages in my work. Il jouait gros, dit-il. Du fric, est-ce que c'est gros? Si on le décide, c'est aussi gros que n'importe quoi. Voilà, ça c'est une exergue de Jean Giono, extrait des Grands Chemins, 1951, qu'on trouve en ouverture de Sicario Bébé. Bonjour Fanny Taillandier. Bonjour. Sicario Bébé, c'est votre nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Rivage. Et cette citation de Giono, au fond, je viens de la lire parce qu'elle nous renvoie à cette question de la valeur. Qui est-ce qui décide ce qui a de la valeur? C'est l'une des questions qu'on peut trouver d'une certaine façon traitée littérairement dans Sicario Bébé. Oui, complètement. Sicario Bébé, c'est une histoire d'argent, comme disait Marlène Banquier tout à l'heure. Beaucoup de choses dans nos vies consistent à compter. Là, les personnages comptent beaucoup sur l'argent qu'ils n'ont pas pour essayer de prendre le tournant dans la vie qui est fonder une famille. Alors ça commence par cette question de la famille et de la descendance et d'un enfant à venir. Oui, complètement. En fait, c'est un couple de jeunes gens, donc ils ont 17 ans tous les deux, ils n'ont pas encore fini leur formation initiale, et ils sont très amoureux l'un de l'autre, et Jen, donc la jeune fille, annonce à Blaise qu'elle attend un bébé, et Blaise saute de joie, et puis très vite, en fait, se dit, mais comment je vais faire? J'ai pas trop de ressources, enfin, j'ai pas de ressources personnelles, j'ai pas de famille derrière moi. Jen elle-même vit chez sa mère, mais on comprend que c'est pas forcément évident pour elle d'annoncer qu'elle attend un bébé à son tour. Et donc Blaise se met à vraiment avoir des sueurs froides en se disant, mais je veux être un bon papa, quoi, bien accueillir mon enfant, mais comment arriver à ça, quoi. Et c'est là que son camarade de classe, un de ses camarades de classe, qui est lui un garçon plutôt histrionique, un peu foutraque, on va dire, lui dit, mais moi j'ai une idée, j'ai trouvé sur Snapchat une annonce, si tu acceptes de conduire la voiture, moi je m'occupe du reste, il y a un contrat sur un type, on y va. Et enfin, c'est même pas si tu acceptes, c'est en fait il a déjà décidé pour lui. Oui, oui, il a la gâchette facile, le Bobby en question, ouais. D'où ce titre, Sicario? Ouais, bah oui, complètement. Le sicario, donc c'est passé, en fait, c'est un mot qui a une trajectoire marrante parce que c'est un mot qui existait en français il y a encore 2-3 siècles, sicaire, pour parler des tueurs à gages, qui vient du latin et puis qui a complètement, qui est tombé dans l'oubli en France, qui est tombé en désuétude, qui est parti dans le monde hispanophone sous la forme sicario et qui est revenu dans l'argot contemporain pour parler des tueurs à gages. Donc, qui est redevenu un mot, en fait, via le rap notamment, mais aussi même dans l'argot vraiment de tous les jours, qui est redevenu un mot du vocabulaire. Et donc Blaise se retrouve face à ce destin-là. À la fois papa, futur papa, donc il y a un bébé, et puis à la fois, est-ce qu'il va y avoir un sicario, quoi.
Parce que Blaise n'est pas sûr d'avoir envie d'aller dans cette direction, et Jen encore moins, bien évidemment. Bébé, le bébé du titre, il renvoie évidemment à cet enfant à venir, mais il renvoie aussi à une topographie. Enfin, en tous les cas, si on en juge par le bandeau choisi par l'éditeur, et j'imagine vous, autour du livre, où on voit un échangeur, une grande ville, des montagnes au fond, on se dit qu'on est là dans un paysage auquel vous nous avez habitués, plutôt du côté du sud, et Oui, alors probablement pas loin de la Méditerranée. Alors en fait, oui, c'est un piège un petit peu ce bandeau, parce que c'est un échangeur, déjà c'est un échangeur nord-américain, alors que moi j'aurais voulu qu'on ait un échangeur bien de chez nous, donc peut-être moins magistral, Moins spectaculaire, oui. moins spectaculaire, mais plus proche de l'intrigue, parce que effectivement le récit se passe dans une petite ville qui s'appelle V, qui est perdue quelque part en France, et puis dans un second temps près de la mer, mais dans une ville portuaire qui est elle aussi anonymisée. Et justement, si vous lisez le livre avec attention, vous vous rendez compte qu'il pleut à peu près tout le temps, et qu'il fait au mieux tiède, mais pas très beau, et que non, on n'est pas dans le sud. On est plutôt dans une France... alors plutôt centrale, on va dire. Après, l'idée d'anonymiser, c'est aussi que chacun ou chacune puisse se faire sa propre image de ce pays en lisant. Mais en tout cas, c'est la France banale, ça c'est sûr. Mais en tous les France cas, des petites villes. la question du territoire et la topographie, elle est importante, comme toujours dans vos livres, j'ai envie de dire, Fanny Taillandier. C'est une dimension dont on n'a pas parlé avec Marlène Banquet à propos de son livre, mais là aussi, elle est très importante. Et d'ailleurs, des géographes contribuent à nous faire comprendre ce qui est en train de se passer avec le capitalisme aujourd'hui. Ah oui, oui, là, en fait, effectivement, moi, c'est une constante dans mes livres que de m'intéresser à ce qui fait le paysage et ce qui est dans le paysage et en fait l'œuvre humaine inscrite dans les lieux, quoi. Là, c'est la première fois que je m'occupe de cet espace-là, si on peut résumer rapidement, qui est celui pour aller très vite, de ce qu'on appelle la diagonale du vide, expression d'ailleurs totalement fausse, parce qu'il y a très peu de vide dans la diagonale du vide, mais en tout cas, cet espace des villes avec la campagne assez vite derrière, avec leurs petites zones d'activité autour, qui s'étoilent autour du centre, et puis qui vit sur quelques dizaines de milliers d'habitants avec l'agglomération. Et qui sont en fait des territoires. Alors moi, je suis une enfant de la grande ville, moi je suis originaire de banlieue parisienne, donc moi j'ai découvert à la faveur d'un déménagement il y a 3 ans ce que c'était que vivre dans une petite ville. Donc c'est un endroit qui m'a interpellé aussi parce que je le connaissais pas et que j'apprenais à le connaître. Et il se trouve que actuellement c'est le décor, à plein d'endroits en France, le décor d'une nouvelle forme de guerre de territoire dans le cadre du narco-banditisme, enfin du trafic de drogue, quoi. Avec des mafias très puissantes, dont la cauchemardesque DZ Mafia, qui viennent s'accaparer des points de deal qui ont toujours existé, hein. La drogue était évidemment a toujours été partout, mais là qui deviennent en fait des zones de guerre, quoi, ou en tout cas des zones avec de très fortes tensions pour en fait assurer des débouchés à une marchandise qui est devenue pléthorique et dont les trafiquants eux-mêmes ne savent plus quoi faire, quoi, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Et Blaise et Bobby se retrouvent face à ça, en fait. C'est une manière pour vous, oui, de documenter cette réalité de l'extension, au fond, de ce capitalisme, de ce trafic à d'autres situations géographiques, Fanny Taillandier. Oui, et puis ce qui est très intéressant, je trouve, quand on parle de trafic de drogue, c'est qu'en fait, alors moi je ne suis pas sociologue ni économiste, hein, donc peut-être que je vais dire des choses qui ne sont pas vérifiables scientifiquement, mais il me semble que c'est l'expression la plus pure de ce que c'est que le capitalisme. C'est-à-dire qu'on a la dimension d'accaparement, la dimension de voracité, la dimension de concurrence et de tout ce qu'on peut faire pour triompher de la concurrence sont extrêmement concrètes. C'est-à-dire que la drogue, en fait, comme elle est en dehors de toute régulation puisqu'elle est illégale, elle devient complètement sauvage, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de mort qui serait interdite. Il y a aucune limite en fait à ce qui peut arriver dans le cadre de cette forme de capitalisme-là. S'il faut balancer des coups de Kalachnikov dans des enfants mineurs et les brûler dans des voitures pour envoyer un message, on le fait. C'est pas un problème. Il y a vraiment ce côté
atrocement concret, mais qui permet bien de voir ce que c'est que le capitalisme, quoi. Parce que ce qui se passe à l'échelle mondiale aujourd'hui, c'est que il n'y a jamais eu autant de cocaïne produite, il n'y a jamais eu autant de déforestation en Amazonie par rapport à ça. Et en fait, du coup, on a une espèce d'inondation de l'Europe, parce que l'Europe est évidemment un marché intéressant, avec un pouvoir d'achat intéressant. Et ça crée en fait des trafiquants qui sont, d'une part, qui ont une force de frappe en termes de produits immense, et d'autre part, qui se retrouvent avec des capitaux aussi totalement immenses, quoi. À tel point qu'ils savent plus où aller. Même à Dubaï, ils n'arrivent pas à écouler tout ce qu'ils gagnent, en fait, puisqu'ils n'arrivent pas à le réinjecter dans l'économie légale. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, en soi, bien sûr, mais aussi dans ce que ça fait au quotidien, en fait, et au quotidien des humains. Donc là, en l'occurrence, de mes personnages qui sont des jeunes gens qui arrivent, ils ont 17 ans, ils arrivent dans l'âge adulte, et le monde, c'est ça, quoi. Le monde, c'est des villes totalement désertées par tout ce qu'il pouvait y avoir de structuration par les services publics, par l'économie locale, etc. Et où, par contre, on peut, du jour au lendemain, vous proposer 50 000 € pour tuer quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Oui, parce que 50 000 €, c'est la valeur qui est précisément au centre de ce roman Sicario bébé. Marlène Banquet. Oui, j'ai commencé à lire ce roman, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement avant d'arriver là tout à l'heure. Mais ce qui m'a interpellée, c'est qu'effectivement, c'est un espace dans lequel l'État n'est pas présent, dans lequel il n'y a pas d'État et dans lequel il n'y a plus d'institutions de justice, de police qui protègent et dans lequel les personnages ne se posent pas la question de protection étatique au moment où ils s'apprêtent à potentiellement avoir un enfant. Et juste, ça me fait penser à ça. Le néolibéralisme a effectivement construit des territoires dans lesquels l'État est de moins en moins présent. Et il y a deux réponses à ça. Soit de se dire, donc il faut rétablir l'État et il faut rétablir les services publics. Soit se dire, dans un narratif plus libertarien autoritaire, puisque de toute façon l'État est défaillant et qu'il ne fait plus son travail, puisque l'État est corrompu et que l'État ne protège plus, alors débarrassons-nous totalement de l'État et acceptons de totalement jouer le jeu d'un monde entièrement privé et privatisé où effectivement il n'y a plus d'institutions qui créent de la médiation entre les individus. Fanny Taillandier, il y a tout juste un hôpital dans le roman. Bah oui, il y a un hôpital qui est en grève, qui tourne quand même, parce que en fait, ce qui est très intéressant quand on pense à l'argent, et en vous écoutant tout à l'heure, c'est ce que je me disais, c'est ces logiques à l'œuvre qui, en fait, veulent toujours plus de dérégulation, toujours plus d'accès à la capitalisation, etc., en fait, veulent de moins en moins d'humains. Et quand on se place de l'autre côté, à l'autre bout de la lorgnette, on a des humains qui, en fait, financiarisation ou pas, seconde financiarisation ou pas, ont toujours des besoins d'humains, c'est-à-dire de vie, de mort, de désir et de morale, en fait, de volonté de faire plutôt le bien ou en tout cas d'essayer de ne pas céder complètement aux forces du mal, quoi. Et donc, oui, dans l'espace et dans la vie de Blaise Diagne, oui, il y a un hôpital qui est en grève, mais qui tourne quand même, parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent dans les caisses, mais ça n'empêche pas les gens de tomber malades. Il y a des policiers, mais alors ils sont complètement largués, ils apparaissent même pas comme personnages, parce que, en fait, ça c'est quelque chose aussi que j'ai découvert, c'est que la disparition des services publics, quoi qu'on pense par ailleurs des logiques sécuritaires qui peuvent être défendues au niveau du gouvernement en France, c'est aussi la disparition de la police. Et par exemple, dans la ville où j'habite, le maire a envoyé chaque année de son mandat des lettres au ministère de l'Intérieur, au corps préfectoral, etc., pour réclamer des policiers. Parce qu'en fait, le commissariat tourne avec la moitié du personnel qu'il devrait avoir. Et donc, en fait, il y a ce truc où il n'y a pas de... En fait, rien ne marche. L'école marche très mal. Tout est très loin des personnages. Et c'est bien pour ça aussi que ces personnages-là se retrouvent aux prises avec le banditisme. Et, je lisais récemment le dernier livre de Philippe Pujol, qui s'appelle Cramé, je crois, Les enfants du monstre, sur là, pour le coup, les jeunes gens à Marseille qui se retrouvent pris dans le banditisme. Et il disait, en fait, la question, c'est celle de la vulnérabilité. Plus on est vulnérable, plus le banditisme peut vous attraper. Comme d'ailleurs le capitalisme, lui aussi, fait ce parallèle. Il dit le capitalisme légal, c'est la même chose. Plus vous avez vulnérabilité, et plus vous serez maltraité. Et Blaise Diagne, c'est ça qui leur arrive. Ils sont très vulnérables, en fait. Et comme ils n'ont pas de famille, en fait, qu'est-ce qu'ils ont à opposer à la tentation de ce meurtre ? Merci Fanny Taillandier. Ce ne serait pas complet sans dire un mot de l'écriture
de ce roman qui sonne. On sent que vous avez beaucoup travaillé pour que ces dialogues, en particulier, et ces premières personnes, puisqu'elles alternent aussi, sonnent de cette manière. C'est un très beau roman aux éditions Rivage. Merci. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont. La suite dans les idées, oui, on essaye d'en avoir, manière de prolonger l'émission de la semaine passée. On revient sur la question du FN-RN, puisque un dossier de la revue Savoir Agir nous en donne l'occasion. Bonjour Clara Deville. Bonjour. Vous êtes sociologue chargée de recherche à l'INRAE. Vous avez coordonné, je crois, avec Safia Dahani, ce numéro dans lequel on trouve un certain nombre de signatures d'autrices et d'auteurs qu'on a eu l'occasion de citer la semaine dernière avec Patrick Lehingue, que ce soit Félicien Faury, Safia Dahani que je citais, Estelle Delaine, ou Hugo Touzet, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. C'est l'occasion pour vous de faire le point sur une question en particulier, c'est le titre du dossier, penser la banalisation de l'extrême droite. Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, dans ce numéro de Savoir Agir, on revient sur cette question-là en invitant un ensemble de collègues à réfléchir sur différents points et différents mécanismes qui expliquent ce qu'on peut appeler banalisation de l'extrême droite ou du parti FNRN. Sachant que l'idée centrale était d'essayer de montrer ou de donner à voir une partie de la complexité de ce processus et des chaînes causales multiples qui l'expliquent, un peu en dehors de représentations ordinaires qui montrent plutôt la normalisation d'un parti, donc en mettant en exergue le parti lui-même et son rôle un peu héroïque, ou en dehors aussi des explications trop centrées sur les classes populaires. Donc c'est vraiment un numéro qui a pour ambition de défaire ou d'amener à réfléchir sur ces deux biais principaux qui sont souvent parlés à propos de la banalisation du FN. Banalisation, dédiabolisation, donc il convient de préciser, et Safia Dahani l'avait bien montré dans sa thèse, qu'elle est d'abord produite par les médias avant d'être récupérée au fond par le parti en grande partie. Oui. Nona Mayer ne rate jamais l'occasion de le préciser, et elle a raison, parce que c'est souvent l'inverse qui est raconté dans les médias. Alors c'est aussi l'occasion, ce numéro de Savoir Agir, de prendre la mesure de la cumulativité aussi des recherches et du fait qu'il y a beaucoup de jeunes chercheuses et chercheurs qui ont travaillé ces dernières années et publié sur l'extrême droite, sur le FN puis le RN. Et qu'au fond, il y a toute une génération aussi de chercheurs qui ont mené leur carrière de manière contemporaine de ce phénomène. Et c'est peut-être ce qui vous a conduit à imaginer un grand entretien avec Annie Kollowald et Patrick Lehingue à la fin du numéro. Oui, c'est sûr qu'il y a maintenant une antériorité, une cumulativité très importante en sciences sociales, en sociologie ou en sciences politiques sur l'extrême droite au sens large. Ce qui est intéressant, il me semble, dans ce numéro, c'est de montrer aussi l'évolution de tout ça, qu'est-ce qu'on a pu comprendre, quelles sont les grandes tendances là dans les réflexions portées à ce sujet-là. Et je crois qu'une des grandes tendances, qui est un geste assez classique en sciences sociales, c'est de décloisonner, c'est-à-dire de ne pas étudier le parti pour lui-même, en lui-même, mais de l'encastrer dans un ensemble de mécanismes sociaux. Je ne vais pas répéter ce que d'autres collègues ont dit à votre antenne a priori, mais que ce soit dans l'ordinaire des classes populaires pour Félicien Faury, dans ce que font les sondeurs d'opinion pour Hugo Touzet et d'autres, voilà, c'est vraiment de montrer que quand on parle de banalisation, il faut penser autrement que le politique par le politique et bien comprendre les complexités qui participent de ces mécanismes. Alors, l'actualité, c'est celle du nouveau procès de Marine Le Pen et d'un certain nombre de personnes liées à cette affaire des assistants parlementaires. Il y a un article d'Estelle Delaine qui a travaillé en particulier sur le groupe parlementaire européen, qui en avait fait un livre, qui insiste, et c'est le titre du papier, sur l'inorganisation et le flou idéologique de ces professionnels particuliers que sont ceux de l'extrême droite.
Oui, c'est un des résultats un peu centraux des différentes recherches présentées, de ce qu'on sait d'ailleurs du parti, que ce soit ce que montre Estelle Delaine, ce que montre aussi Safia Dahani. C'est un parti qui ne ressemble pas trop à ce qui est présenté dans les médias, donc un parti professionnalisé, un parti organisé. À l'inverse, on montre plutôt dans ce numéro une professionnalisation hésitante, c'est-à-dire un ajustement partiel, à tout le moins, hein, aux règles du jeu politique. Et c'est vraiment un résultat qui me paraît intéressant, d'autant qu'il se couple avec une autre dimension, qui est une dimension qui contredit la popularité ou l'aspect populaire de ce parti-là. Voilà. Il y a plusieurs recherches qui remettent en question la prétendue vague bleu marine, et notamment à l'occasion de l'approche des municipales. C'est intéressant. Voilà, il y a notamment l'article de Safia Dahani qui montre bien que l'ouverture à la société civile est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut en penser. Il y a l'article du collègue aussi Valentin Guéry qui montre à quel point les ancrages municipaux sont dus à des contextes locaux et à des capitaux personnels des têtes de liste. Il y a au moins ces deux grands thèmes-là qui sont présents dans le numéro. Oui, l'article en question dont vous parliez s'intéresse notamment aux dimensions sportives des ancrages municipaux, en comparant la situation à Mantes-la-Jolie et à Hénin-Beaumont. Oui, tout à fait. Et c'est un article qui montre bien que l'ancrage local du FNRN est dû à des capitaux particuliers, des contextes locaux particuliers. Donc c'est un article qui permet de contredire cette idée de vague bleu marine ou d'ancrage local de plus en plus fort du FNRN, enfin de le contredire ou au moins d'expliquer en quoi il faut contextualiser ces événements-là pour bien les comprendre et que la vague bleu marine qui est décrite dans certains médias est à nuancer en partie. Et qu'en est-il de cette opposition entre un RN des villes et un RN des champs, vous qui avez travaillé sur le monde rural en particulier? Alors, RN des villes et RN des champs, là, je crois que c'est un peu moins présent dans le numéro, mais je peux vous en parler quand même. Ça, c'est les enjeux liés à ce qui est parlé comme étant une fracture territoriale. Alors, sur ce sujet-là, la sociologie est à peu près unanime. Fracture territoriale, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer une France des champs, une France des villes. C'est beaucoup plus complexe Non, mais que ça. Ça va mieux en le disant, parce qu'on entend tellement tout le temps le contraire. Oui. C'est pour ça que je me suis permis, au-delà du numéro, de vous poser la question, sachant que vous aviez travaillé sur le sujet. Tout à fait, ça va mieux en le disant. Je suis bien d'accord, mais donc c'est vraiment une division qui est une division discursive, en fait. Ça, c'est des choses qui se disent, mais dans la réalité des faits, on n'observe pas de division rurale-urbain, pour une première raison qui est que ce serait quand même bien commode pour assurer cette division si on pouvait avoir une définition de ce que c'est que la ruralité, une définition de ce que c'est que la ville, de manière un peu précise. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde d'un peu près, c'est quand même beaucoup moins clair que ça. Et c'est encore moins clair quand on parle de comportement politique. Parce que, voilà, il y a cette vague bleu marine dont j'ai déjà parlé. Si on voit qu'il y a une surreprésentation dans les campagnes, c'est moins un effet de territoire. Et ça, je reprends les termes d'un collègue géographe qui s'appelle Olivier Bouba-Olga, qui montre que le variant territorial ne compte que très peu dans les différences de scores électoraux, et que ce qui compte, en fait, c'est la composition sociale. C'est-à-dire quand on ramène les compositions sociales des territoires ruraux et des territoires urbains, quand on les compare, oui. Quand on les compare, merci, eh ben, le variant territorial n'est que peu explicatif. Merci. Ce qui reste explicatif. Pardon. Non, mais merci, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup, Clara Deville. C'est le dernier numéro de Savoir Agir, donc numéro 66 de cette revue publiée aux éditions du Croquant. On trouve la référence bibliographique ainsi que celle du livre de Marlène Banquet, La finance aux extrêmes, et du roman de Fanny Taillandier, Sicario bébé, sur la page de La Suite dans les idées où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marcet et Sorge Leroy.